Et pour approfondir les problématiques et enjeux autour de l'ITR, nous recevons en plateau l'un des députés qui a travaillé sur ce dossier à l'Assemblée nationale, Tematei Le Gaïk Yaorana. Yorana. On l'a vu dans le reportage, hein, le remplacement de l'ITR, ce n'est pas nouveau, c'est un sujet donc qui est sur la table depuis au moins 2008. Quel est votre avis, votre position sur le sujet en tant que député? Oui, alors, comme ça a été dit, ce n'est pas nouveau. On entend ce qu'a dit les syndicats, notamment l'UNSA et puis l'ancienne députée, en disant que c'est une chance inespérée de pouvoir avoir un autre dispositif de remplacement de l'ITR, parce qu'au final, au fil des ans, on s'est rendu compte que l'État n'était peut-être pas favorable à un dispositif de remplacement de l'ITR. Aujourd'hui, la difficulté, il y a trois difficultés. Le premier, c'est le fameux stock de fonctionnaires d'État qui n'auront pas la possibilité de cotiser à temps dans le FRPH, dans le régime complémentaire, pour pouvoir atteindre le taux de remplacement espéré. Donc, il y a les fameux 4 000 euros annuels, et on le voit que pour certains syndicats, ce n'est pas forcément, ça ne va pas combler les 75% de taux de remplacement. Ensuite, il y a justement la question du taux de remplacement de 75% qui ne sera pas atteint même si on propose cette retraite par capitalisation. Je rappelle que les fonctionnaires d'État qui prennent leur retraite en France hexagonale, ils ont 75% de leur dernier traitement, alors que pour les fonctionnaires d'État qui prennent leur retraite en Polynésie, ça ne sera pas le cas. Aujourd'hui, c'est de 30% sans le remplacement d'ITR, et avec ce nouveau dispositif, on ne sait pas combien, mais ce ne sera pas 75%. Donc, on entend l'avis de l'UNSA qui dit que, bon, maintenant que le cadre il est posé, maintenant qu'il y a un dispositif qui est proposé par le gouvernement, il faut aller plus loin dans l'augmentation de ces fameux 5% pour l'employé et l'employeur. Mais ça reste toujours quelque chose de perfectible parce que ça n'atteint pas l'objectif principal qui est le 75% du taux de remplacement. Ce remplacement de l'ITER a été imposé, hein, par le gouvernement central par l'intermédiaire du 49.3. Est-ce que c'est quelque chose que vous dénoncez? Oui, alors on est, il me semble, à notre 15e ou à notre 16e 49.3. J'étais intervenu dans l'un de 49.3 pour expliquer que alors, on a été élu pour voter des textes. Il y a des textes qui ont été élus dont je salue, comme l'intégration de l'IVG dans la Constitution. Et là, c'est une bonne chose quand on vote ce type de texte à l'unanimité dans l'Assemblée nationale. Mais depuis le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, nous avons voté aucune loi de finances, ce qui fait que finalement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça se négocie dans les ministères et ça ne se négocie pas à l'Assemblée nationale où il devrait y avoir débat et vote. Pour revenir sur l'ITER, on l'a bien compris, hein, le dispositif est posé, on ne peut plus rien y faire. Mais il y a encore d'autres leviers sur lesquels vous pouvez agir. Quelle piste avez-vous en tête? Comment comptez-vous faire bouger les choses? Oui, alors, aujourd'hui, là où on peut travailler, c'est sur l'augmentation du fameux plancher de 4 000 euros et essayer de l'augmenter pour pouvoir avoir une meilleure retraite Vous complémentaire. aimeriez l'augmenter à combien? Alors, en fait, tout dépendra du public qu'on veut cibler. Si on veut cibler plutôt les bas revenus en catégorie C, en catégorie B, ou si on veut les satisfaire d'abord eux, ou essayer d'aller satisfaire jusqu'aux catégories A, encore une fois pour le stock. Ensuite, il faut augmenter la fameuse part de cotisation dans le régime complémentaire par capitalisation, aujourd'hui à 5%. Il faudrait l'augmenter jusqu'à 11-12%, ou voir si l'État ne peut pas tripler sa participation à 15% quand le fonctionnaire cotise à 5%. Moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on propose deux grilles indiciaires, une grille indiciaire pour la fonction publique d'État en territoire hexagonal et une fonction publique d'État en territoire polynésien, pour ne plus qu'on dise que c'est de l'indexation, mais que ce soit vraiment le traitement de base qui soit en rapport avec la vie chère dans notre pays. Il y a d'autres dossiers, hein, que vous défendez, que vous voulez faire évoluer au sein de l'hémicycle national. Je pense par exemple au CIMM ou encore à l'aide pour s'expatrier dans les territoires d'outre-mer. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ces dossiers? Oui, alors j'ai eu la chance d'être rapporteur spécial de la mission Outre-mer lors de la loi de finances. C'est un rapport que vous pouvez avoir sur ma page Facebook. Il y a un point qui a attiré notre attention, c'est l'article 55 de cette loi de finances, qui est un nouveau dispositif d'aide à la mobilité, d'insertion professionnelle dans les territoires d'outre-mer. À la base, c'est nous qui l'avons demandé par une proposition de loi pour aider tous les originaires des territoires d'outre-mer qui habitent en France hexagonale pour pouvoir les faire ramener dans nos territoires respectifs pour qu'ils puissent créer de l'emploi. Aujourd'hui,
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le dispositif a été modifié puisque ce sont les résidents de France hexagonale, donc considérés comme expatriés, qui ont la possibilité de pouvoir bénéficier de cette aide. Et du coup, on se retrouve un peu désabusé par cet article 55, alors que l'objectif initial, c'était les originaires. Autre sujet d'actualité, mais à Tarahui cette fois-ci, un comité de majorité s'est tenu ce matin à l'Assemblée. Selon nos confrères de Tahiti Info, le budget primitif aurait augmenté de près de 3 milliards. Il fait l'objet bien sûr de débats entre ministres et représentants de l'Assemblée. Êtes-vous en adéquation avec les propositions du gouvernement? Oui. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'au vu de l'actualité politique dans notre pays ces dernières semaines, il était quand même important que le gouvernement et que l'Assemblée puissent se réunir. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a des déclarations qui sont faites par certains membres de l'Assemblée de Polynésie qui ne sont pas en adéquation avec la ligne politique du Tavini et qui ne sont pas en adéquation avec la politique du gouvernement. Donc il fallait qu'on se retrouve. Aujourd'hui et demain, nous allons travailler sur les lignes budgétaires parce que ce qui est reflété dans les lignes budgétaires, c'est ce qui va se manifester concrètement dans la politique, dans les politiques publiques de notre pays. Il y a deux principales thématiques que nous avons portées devant le gouvernement ce matin. C'est la justice sociale et c'est le coût de la vie, la cherté de la vie, la lutte contre la cherté de la vie. Et on va avoir ces 2 jours plus les 2 semaines avant le vote à l'Assemblée de Polynésie pour pouvoir étudier programme par programme, action par action. Il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la proposition de résolution de la limitation du nombre de mandats des élus au sein de l'hémicycle à l'Assemblée de Polynésie. Hinameura Morgan-Cross exprime sa volonté de renouveler la classe politique. Vous, en tant que jeune élu, est-ce que vous partagez ce point de vue ou pas du tout? Alors je suis favorable à ce qu'il y ait une refonte complète de la démocratie dans notre pays. Nous avons proposé plusieurs mesures à l'intérieur du programme du Tavini. Il y a la question de la limitation des mandats, il y a la question de l'élection du président au suffrage universel direct, il y a la question des référendums d'initiative citoyenne. En fait, la problématique qu'il faut poser aujourd'hui, c'est quelle est la vision des Polynésiens face à notre démocratie? Est-ce qu'ils se reconnaissent dans le système électoral dans notre pays? Aujourd'hui, les représentants à l'Assemblée sont votés sur une liste. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce sont les têtes de liste qui font campagne et il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément d'électorat ou qui n'ont pas pris d'engagement vis-à-vis de la population. Et si on mettait sur le débat qu'il faut qu'il y ait 57 circonscriptions électorales dans notre pays et que chaque représentant à l'Assemblée aille défendre sa personne et son programme dans chacune des circonscriptions. Ce serait beaucoup plus démocratique parce que là, on voterait pour une personne et un programme plutôt que se cacher derrière des listes.